Laisse tomber. C'est bon? Bien, donc bienvenue à François Courbigat qui va nous montrer comment changer son approche de réponse aux incidents de la startup Défense. Merci, Hervé. Bonjour à tous. Comme l'a dit Hervé, je me présente, je suis François Courbigat, avec moi François Guéniard. Je vais vous présenter, je vais vous parler d'un sujet qui est comment est-ce que euh, C'est une superbe Eric l'a lancé dans comment est-ce que l'investigation numérique, comment est-ce que la réponse aux incidents a évolué, continue d'évoluer et va continuer justement sous certains aspects. La présentation de Patrice était vraiment très bien puisque ça fait une très très bonne introduction, hein, tout ce qui est attaque surface management, qui permettent de découvrir justement des vulnérabilités et de les gérer. Cela n'empêche qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de vulnérabilités qui sont exploitées et qui donnent lieu à des compromissions des cyberattaques. Donc aujourd'hui, chez Defense, nous, on est vraiment spécialisé, je vais rapidement faire un petit topo là-dessus, sur la réponse aux incidents, l'investigation numérique. Donc, j'ai eu la chance de passer par l'ANSSI, donc de 2003 à 2012, essentiellement dans l'équipe de réponse incident. On a traité, il y a une très belle rétrospective cette année au STIC sur l'évolution de l'ANSSI avec beaucoup de cas qui ont été, qui vous sont racontés. Donc déjà, entre 2003 et 2012, au moment où je suis parti, il y a eu une vraie évolution. C'est-à-dire qu'on a vu certaines approches méthodologiques qui arrivent aux limites de ce qu'elles peuvent produire. J'ai rejoint ensuite la DGA, essentiellement je suis dans les équipes de rétroconception, analyse de vulnérabilité et rétroconception de malware. Donc, beaucoup de choses à apprendre, notamment sur comment est-ce qu'on détecte comme des signaux faibles à partir des codes malveillants. Et j'ai rejoint par la suite Orange Cyberdéfense. Donc, cette fois-ci, plutôt dans une équipe de réponse de recherche et développement, d'innovation, en vue de délivrer des produits innovants. Donc, c'est là où finalement il y a un lien qui commence à se faire avec Defense. C'est comment est-ce que on passe de l'innovation à un produit. Et, euh, et mon parcours m'a emmené en 2020 chez Mendiant, donc dans l'équipe de réponse incident. Et alors, c'est une boîte que j'affectionne énormément et qui, pour moi, a sa place de leader et la mérite amplement. Et ils ont un mode opératoire auquel moi, je ne m'attendais pas forcément, ou en tout cas que je n'ai pas connu quand j'étais à l'ANSSI. Et le fait de passer par Mendiant en 2020 m'a permis de comprendre et de voir l'envergure d'un leader en termes de réponse incident. Je vais enfoncer très vite les portes ouvertes. La cybersécurité, c'est important. Il y a de grandes menaces. Tout ça. Vous voulez des chiffres sur quelque chose, vous choisissez à peu près le rapport que vous voulez. J'ai pris deux qui sont remontés assez rapidement, donc Gartner et McKinsey, de très beaux chiffres. Et chaque année, vous pouvez même composer vos propres chiffres avec différents rapports. C'est absolument génial. Vous faites des super, des super vues. Tout ça pour dire que ça, c'est juste des incidents, hein, des compromissions qui datent là de 2023. Donc voilà, il y a à boire et à manger en termes de qui est touché, comment est-ce qu'ils sont touchés, quel est l'impact. Et tout ça, c'est quelques minutes de recherche. Quand on regarde finalement l'accroissement de cyberattaques, aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie limite, un vrai cap à passer euh, pour que les équipes de réponse incident soient en mesure, soient suffisamment capables au sens humain, outil, de pouvoir traiter, on l'aimerait bien, toutes les cyberattaques. C'est là où il y a un post d'Arlan Carvé sur LinkedIn qui a posté ça. C'est hors contexte, alors je vous invite à taper ça sur LinkedIn, à remettre ça dans le contexte. Mais je trouve cette phrase pleine de sens derrière, hein. Il est assez actif et il pose beaucoup de questions. Il se pose aussi beaucoup de questions, mais cette phrase résume quand même beaucoup de choses. Alors, évidemment, hein, il y a des changements qui doivent être faits dans le digital forensic et la réponse aux incidents, mais il y a aussi déjà des changements qui ont été initiés. Ce qu'on va faire, c'est d'abord parler de ce qui se fait aujourd'hui. On a une position privilégiée chez Defense, c'est qu'on rencontre beaucoup d'équipes de réponse incident. Et aujourd'hui, pas deux ne se ressemblent, que ce soit en termes de structure, de compétences,
d'expérience, de process, d'outils. Vous rencontrez des choses dans une équipe, vous devez réapprendre d'autres choses dans une autre équipe. La première chose à savoir, c'est que aujourd'hui, la réponse incident, euh, digital forensic, c'est très souvent lié, associé à quand il y a une cyberattaque. On y reviendra un peu plus tard. Mais effectivement, le premier cas qui se présente, c'est quand on découvre quelque chose, eh ben, on doit investiguer dessus pour comprendre ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, ce qu'on peut faire pour y remédier, et ensuite mettre ça dans un processus itératif, histoire que ça ne se répète pas au moins en l'état. Donc ça, c'est vraiment la première mission de la réponse incident, c'est comprendre, investiguer pour pouvoir réagir. Euh, pour pouvoir mener ces investigations, il y a évidemment besoin de collecter de la donnée. Donc, très souvent, quand on pitch, un peu moins aujourd'hui, mais quand on pitch, on nous demande, ouais, mais du coup, est-ce que vous récupérez les données des ciels? Quand on fait de la réponse incident, de de l'investigation numérique, on ne s'appuie pas nécessairement sur les données ou que sur les données qui sont issues dans les SIEM ou à disposition dans les SOC. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'aller récupérer de l'information qui est directement sur les endpoints, sur les serveurs. L'objectif est de pouvoir aller chercher de l'information qui très souvent soit n'est pas récupérée par les différents agents. Pour l'instant, je mets un petit peu les EDR, mais on reviendra dessus. Et l'objectif est de pouvoir aller collecter cette donnée qui va ensuite nous servir. Alors, j'ai mis évidemment copie de disque, memory dump. Ce sont des choses qui sont absolument utiles et on va voir dans quelle proportion. Et ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des équipes de réponse incident qui travaillent avec de la copie de disque, avec des dumps mémoire. Et ça marche. Hein. Très souvent, c'est des équipes expertes. Elles connaissent leur process, elles maîtrisent leurs outils. Quand on arrive là, on se dit ça va être dur de les challenger sur leur expertise. On sait que voilà, on va être ancré là-dessus. Il y a un point important que nous, on voit systématiquement, c'est l'outillage. L'outillage, aujourd'hui, on a une très belle base de connaissances open source en termes d'outils forensiques. Il y a des choses extraordinaires qui se font en termes d'expertise métier parfois sur des données collectées, des données brutes qui sont parfois même pas documentées. Et les outils permettent de comprendre la structure de ces données. Donc, on a des outils qui sont aujourd'hui extrêmement fragmentés. Et ces outils open source, quand ils ont été écrits, développés, ils n'ont pas été développés pour fonctionner entre eux. Donc, très souvent, ces équipes de réponse incident doivent faire un peu de lien par rapport à leur process, par rapport à leurs outils, par rapport à leur suite, leur chaîne logicielle, de sorte à pouvoir streamliner le plus possible. Euh, euh, et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est le recrutement. On a mené une étude justement avec les différents interlocuteurs, équipes de réponse incident auxquels on a accès, avec qui on échange. Et aujourd'hui, environ plus de la moitié, donc 55% de mémoire, des candidats qui candidatent à des postes d'ingénieurs en DEFIR, candidatent pour la première fois, pour leur premier job. Très souvent, les postes en investigation numérique, réponse incident, requièrent un minima d'expérience. Donc, c'est très souvent des profils qui ne sont même pas regardés parce qu'ils n'ont pas d'expérience dans le domaine. Et aujourd'hui, on a un vrai besoin de pouvoir maximiser les équipes en termes de force capacitaire. Euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui est important sur cette slide, c'est le côté itératif. C'est-à-dire que quand on rentre dans un incident, très souvent, on tire une pelote de laine, on a un petit bout de la ficelle et puis on va commencer à tirer. On a une machine, on va en trouver deux, puis on va en trouver quatre, puis 8, puis 7, 32, et ainsi de suite. Donc, dans ce process itératif, euh, chaque minute, chaque demi-heure qu'on va pouvoir gagner sur chaque machine, c'est un temps au final qui est important. Et c'est là où on va pouvoir garder, économiser ces ressources. Je vous disais juste un peu plus tôt que très souvent, Digital Forensic, Incident Response rime avec post-compromission, post-attaque.
Lorsque vous faites la réponse incident, bah, très souvent, vous allez vous apercevoir que les attaquants sont arrivés par un canal. Ils étaient sur le serveur plusieurs semaines avant, que potentiellement ils étaient en reconnaissance encore bien avant, et ainsi de suite. Et c'est tout l'objectif de notre mission, en tout cas, c'est de faire passer ces outils, ces méthodes de travail, donc tout ce qui est lié au DEFIR, qui est très ancré post-incident, vers de l'anticipation. Pourquoi? Parce que si on applique ces mêmes méthodes de manière beaucoup plus proactive, on va être capable de dire, OK, là, on détecte potentiellement des mouvements latéraux qui ne sont pas encore parfaitement identifiés, qui n'ont pas été remontés par les EDR. Et de cette façon, on va pouvoir endiguer une attaque avant qu'elle soit complètement réalisée. Et c'est là où aujourd'hui il y a une tendance depuis plusieurs années qui est en train de se faire. Et je vais revenir sur le cas particulier des équipes en réponse incident, notamment chez les MSSP, donc les prestataires en sécurité. C'est que toute la partie collecte de données commence à changer un peu. C'est-à-dire que les copies de disques, les copies mémoire dont je vous parlais, très rapidement, sur un serveur, on peut aller sur du 128 Go, 512, 1 Tera de copies de mémoire physique sans compression. On va aller sur des copies de disques. Si on veut faire des copies de disques intégrales, bah, très rapidement, on va être dans les téraoctets. Donc, on commence à toucher du doigt des problématiques sur le volume de stockage, sur le transfert réseau, sur la conservation, sur l'intégrité des données. Et tout ça qui fait que on va créer de la latence dans le processus de réponse incident. Euh, Aujourd'hui, et ce que l'on constate aujourd'hui avec les équipes de réponse incident avec lesquelles on travaille, c'est qu'il y a une tendance. On n'est pas là pour vous dire qu'il ne faut pas faire des dumps mémoire, il ne faut pas faire des copies de disques. Bien au contraire, il faut en faire, mais il faut savoir quand les faire. Aujourd'hui, on a cette notion de triage et de collecte qui se met en place. Je parle de la loi de Pareto tout simplement parce que pour imager cette notion de collecte, il faut se dire qu'on collecte 20% de la donnée pour obtenir 80% de l'information liée à la cyberattaque. Donc, c'est une façon assez simpliste de se représenter comment est-ce que le triage aujourd'hui, comment est-ce que ces collectes de données fonctionnent. On collecte des données que l'on sait contenir beaucoup d'informations liées à la cyberattaque, donc on réduit le volume pour maximiser nos chances. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Déjà pour aller plus vite, donc réduire le temps de cette boucle itérative, mais aussi parce qu'on réduit le temps de cette boucle, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de couvrir le scope entier d'une compromission. Si on fait que des copies de disques, on ne peut pas, humainement, c'est très difficile d'atteindre l'intégralité du scope. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est de dire, OK, on va collecter que 20% des données, mais on va le faire sur tout le parc. Donc aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître. C'est quand il y a une compromission, l'une des questions, c'est OK, mais est-ce que l'attaquant n'aurait pas laissé quelque chose ailleurs qu'on n'aurait pas vu et machin. Donc ça vient aujourd'hui, il y a cette tendance, elle est aussi accélérée par les EDR, puisque les EDR permettent de réduire aussi cette boucle itérative. Quand on a des indicateurs de compromission, on peut les réinjecter dans la console, on va chercher de nouvelles machines, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qu'on fait aujourd'hui, ou en tout cas ce que nous, on retrouve, c'est essentiellement ce qu'on appelle des outils de collecte. On va retrouver des outils de collecte qui sont plus ou moins répandus, plus ou moins utilisés. Ça dépend essentiellement des équipes. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Home Security, hein, qui est la partie qui est anciennement Sequoia, Sequoia Services. Ils ont développé leur propre collecteur parce qu'ils ont ressenti ce besoin. Dans, de cette façon-là, on vient aussi structurer les données qui vont être traitées et analysées par les équipes de réponse incident. Donc j'ai mis Unix, mais voilà, très souvent on parle de Windows, mais quand il y a une réponse incident, et Patrice le disait à très juste titre, les attaquants s'en moquent de savoir si vous êtes sur du Windows, du Linux, du machin, du cloud, c'est l'objectif est de rentrer et d'accomplir la mission. Il y a un autre aspect que nous, on voit très souvent, c'est les problématiques liées à l'automatisation. Comment est-ce qu'on fait pour accélérer le temps de traitement? Il y a des choses que les analystes, en tout cas même moi, j'avais plus envie de faire. Traiter de la donnée pour traiter de la donnée, ce qui m'intéressait, c'est d'aller interpréter la donnée pour comprendre comment est-ce que l'attaquant était arrivé. Donc là-dessus, toute la partie automatisation est extrêmement importante. Mais on touche une problématique aujourd'hui dans ces équipes de réponse à incident qui est la disparité dans leurs process, dans leurs outils, qui fait que on ne peut pas arriver avec une solution magique.
cas, nous, on prétend, on ne sait pas le faire, on travaille pour, mais on ne sait pas le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait au travers de toutes ces données collectées? Aujourd'hui, il y a un état de l'art qui est défini. On a la chance, nous, d'avoir remporté un concours sur l'innovation, donc iLab, qui va nous permettre d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, l'état de l'art, c'est essentiellement de la signature, plus ou moins évolué, mais c'est de la signature. Ce que j'entends par là, c'est euh, que pour détecter une attaque, il faut l'avoir vue au préalable. Donc, par exemple, on va avoir des règles Yara qui vont nous permettre d'identifier plutôt des signatures dans les fichiers, des règles Sigma plutôt dans des signatures dans les journaux d'événements, dans les événements on retrouve plus souvent dans les socs. Mais aujourd'hui, c'est l'état de l'art. C'est le moyen le plus simple qu'on a de pouvoir identifier des compromissions, mais pour ça, il faut savoir quoi mettre dans ces règles. Il y a un très beau travail qui a été réalisé autour de la création d'un catalogue des techniques d'attaque. Alors, moi, j'ai plutôt connaissance de la partie entreprise. Ils sont en train de développer un autre catalogue autour de tout ce qui est mobile et un autre catalogue qui est plutôt centré sur la défense. C'est-à-dire, une fois qu'on a découvert une technique d'attaque, quel est le protocole de défense qu'on peut mettre en face. Ça ouvre pour nous un nouveau pan qui est ce qu'on appelle ça des règles sémantiques, c'est-à-dire qu'au lieu de détecter des choses qui sont inscrites dans les fichiers, des signatures dans les fichiers, on va plutôt regarder, OK, comment est-ce que les interactions sont faites entre les comptes, les processus, les machins, tout ce que l'on est capable de, de découvrir dans les données collectées pour identifier des patterns, sans connaissance a priori sur le contenu des fichiers. Et il y a un point important qui est vraiment un gros challenge aujourd'hui. Il y a que très peu de boîtes, hein. En gros, les boîtes qui sont dans le Magic Quadrant du Gartner, les boîtes qui sont dans le Wave machin du truc, ont cette capacité à travailler, à faire collaborer leurs équipes, à faire du follow the sun, à faire du load balancing, ce genre de choses, parce qu'elles ont réussi à unifier les process, à créer des outils communs. Aujourd'hui, ça, c'est une vraie difficulté quand on est dans une équipe et qu'on veut faire ne serait-ce que du handover, c'est-à-dire, bah, tiens, mon équipe, elle termine aujourd'hui, vendredi, j'aimerais bien donner ça à une autre équipe pour continuer le week-end. Cette transmission-là, elle est assez difficile, notamment si je prends juste un exemple pour imaginer ça, c'est si les copies de disques sont sur ma machine, eh ben, je dois les télécharger d'une manière ou d'une autre, les donner à mon collaborateur pour qu'il continue de les analyser. Je grossis un peu le trait, mais derrière, c'est ce genre de difficultés qu'on retrouve. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un des avantages d'avoir des outils et des process communs, c'est de pouvoir apporter une uniformité dans le travail qui est réalisé. Le NLP, donc très rapidement, bon, nous on utilise la technologie du NLP, Natural Language Processing. On prend les données brutes, on traduit ça en NLP. Du coup, on est capable soit d'appliquer des règles sémantiques dessus, soit de traduire les données en texte, ou même l'inverse, de traduire des requêtes humaines en requêtes dans notre modèle. Donc, l'objectif de tout ça, finalement, c'est quoi? C'est de pouvoir réduire le temps passé par les experts en réponse incident pour leur permettre d'ouvrir leurs capacités et leurs compétences vers des missions plus proactives. L'objectif, c'est de ne pas attendre et de faire des campagnes. Nous, on pousse nos clients à développer justement ce type de service dans leur portfolio. C'est des services qui sont plus proactifs, ne pas attendre la compromission. Donc, on peut faire du threat hunting, évidemment, sur la base de CTI. On peut faire aussi du compromise assessment. Et c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans les grands groupes lors de fusion-acquisition. La fusion-acquisition n'est effective qu'après des audits de compromission de la filiale qu'on est en train de racheter. Donc, moi, comme je vous le disais, voilà, aujourd'hui, la réponse incident, et ça fait partie d'un des changements pour lesquels nous, on redéfinit l'investigation numérique, c'est que là, tout ce qui est digital forensic, réponse incident, évidemment, ça a lieu et son premier atout, c'est de répondre à ces incidents, mais on est capable aussi d'en délivrer, d'en faire découler d'autres atouts pour améliorer sa posture de cybersécurité. Donc l'objectif, c'est vraiment de passer d'une opération qui est aujourd'hui très unitaire vers quelque chose de plus streamlined. Et je crois que voilà.
Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça? Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des MSSP, les end users, les grands comptes avec qui on échange. Aujourd'hui, on construit plutôt des scénarios, des services avec leur MSSP actuel. Donc, on leur propose justement de bénéficier d'atouts, de complémentarité par rapport à leurs équipes internes. On leur dit pas, non, vous remplacez vos équipes par ça. Bien au contraire. Ils ont de l'expertise, ils doivent la garder. Par contre, ils peuvent compléter cette expertise-là pour augmenter les services et leur posture de sécurité avec du threat hunting, voilà, pour augmenter le temps qu'ils peuvent avoir sur ces missions. Donc, ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, nous, on travaille essentiellement avec les MSSP. Donc, on construit avec eux des offres de SOC qui incluent la partie DFIR, réponse incident, directement dans le SOC. Aujourd'hui, il y a une vraie segmentation qui est faite entre, je parle de réponse incident, vous prenez toutes les technologies qui terminent par R, donc XDR, SOR, EDR, MTR, vous en avez beaucoup. Et dedans, on retrouve toujours cette notion de R, de réponse. Ce qu'on ne retrouve pas dedans, c'est cette notion d'investigation. Et c'est cette composante-là qu'on ramène, qu'on obtient depuis le DFIR, que l'on ramène dans le SOC pour ajouter cette composante d'investigation et de compréhension. Ça, c'est un enjeu important pour nous. Donc, on a choisi de ne pas être adhérent à un hébergeur cloud. Alors, évidemment, on s'oriente vers du Secnum Cloud, donc au moins poser notre stack. Donc, il y aura sûrement des questions derrière, mais l'idée, c'est de s'appuyer, de rassurer autant que possible nos clients sur ce côté souverain, localisation de données. Aujourd'hui, on a le parti pris d'avoir une technologie qui soit agnostique des différents cloud providers. Donc, on déploie ça partout. Et on est même, dans certains cas, capable de faire des choses hybrides avec des clients assez matures. Donc, ça, c'est un enjeu important. Ça, c'était le même titre que tout à l'heure. Je vais passer rapidement là-dessus. Bref, comment est-ce qu'on arrive à ça aujourd'hui? Nous, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille? On travaille avec tous nos clients en faisant un audit de leur capacité avant, après. Comment est-ce on leur pose plein de questions, là c'est qu'un résumé, mais on leur pose plein de questions selon trois axes, technologie, process et personne. Et on va leur poser des questions, on va chercher avec eux, essayer de comprendre, OK, comment est-ce que là vous fonctionnez? Est-ce que ces points-là, c'est des points durs? Est-ce que nous, on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Quelle valeur on apporte? Et on fait ça sur ces différents axes. Donc, ouais, sur la rédaction de rapport, effectivement, on peut aller beaucoup plus vite, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. On pose des questions sur leur méthodologie. Est-ce qu'ils sont capables de faire du handover? Est-ce qu'ils sont capables de faire du 24/7, de faire de la continuité de service? Quel est le temps nécessaire pour commencer une investigation? Ce genre de choses. Donc, tout ça mis bout à bout, on arrive à délivrer pardon, on arrive à délivrer une cartographie sur ces trois axes de OK, bah là, nous, on ne peut pas vous aider, ça arrive, hein. On leur dit, bah là, non, là, sur la partie techno, vous avez construit votre propre stack. Si nous, on vient avec notre stack, vous n'allez peut-être pas y perdre, mais vous n'allez pas y gagner non plus. Par contre, c'est est-ce que vous avez des enjeux sur l'onboarding, des enjeux sur le process, ce genre de choses. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'identifier, OK, là, il y a plutôt un gain à faire sur cet axe-là plutôt que. Donc, aujourd'hui, on travaille sur le DFIR de sorte à ce que ce soit cohérent et qu'on prenne en compte à la fois la technologie qui peut être utilisée, mais aussi les personnels, comment est-ce qu'on fait pour onboarder plus de personnes quand il y a besoin, et aussi sur la partie process, comment est-ce qu'on unifie justement le travail dans ces équipes-là. Voilà pour, non, parce que voilà pour cette présentation. Je vous remercie. On va couper l'enregistrement.